Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Bienvenue dans la 12e émission des Visages de la Recherche. Ces hommes et ces femmes qui, sans relâche, explorent l'inconnu dans tous les domaines de notre vie et qui, finalement, inventeront le futur. Isabelle Ferreiras, bonsoir, bonjour. Vous êtes directrice de recherche FNRS en sociologie à l'UCL Louvain, mais vous êtes aussi chercheuse associée dans des universités prestigieuses, Harvard et Oxford. Alors, la question que peut-être se posent tous ceux et toutes celles qui nous regardent, c'est quoi la recherche fondamentale en sociologie ? Excellente question. Alors la recherche en sociologie, eh bien, il s'agit de comprendre comment fonctionne notre société. Alors, le programme, effectivement, est ultra ambitieux, mais vous savez bien que quand on essaye de s'orienter dans le monde, si on veut comprendre comment fonctionne notre environnement, en fait, c'est la question humaine la plus basique. On a besoin de ça pour construire un pont, eh bien, pour vivre ensemble, et en société, on a besoin aussi de comprendre. Alors, démocratiser l'entreprise comme on a démocratisé notre société, ça, c'est l'ADN de votre recherche. Alors, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais pourquoi pas. Je dirais qu'effectivement, mes recherches en sociologie m'ont amené à poser une hypothèse qui est la suivante, qui est le fait qu'on comprend mieux les enjeux de l'entreprise si on pose l'hypothèse qu'on la comprend mieux comme une entité politique. C'est quoi une entité politique? C'est un ensemble de relations de pouvoir qui donnent lieu à des décisions constantes sur les finalités de l'action. Et en fait, une entreprise, c'est ça. C'est tous les jours, il faut réorienter les finalités, il faut pouvoir se coordonner, et c'est dans un ensemble de relations de pouvoir que ça se passe. Et effectivement, en travaillant au départ sur les caissières du supermarché... Que vous avez interrogé. Que j'ai interrogé, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'ai eu la chance d'être aspirante FNRS et j'ai mené ma recherche de thèse, ma recherche doctorale dans les supermarchés en Belgique. J'étais moi-même un peu caissière pour vivre cette expérience en tant que personne, mais surtout pour pouvoir m'approcher des personnes qui tiennent les caisses dans nos supermarchés. Et ça m'a amené à une compréhension du travail que j'ai dû qualifier d'expérience expressive, publique et politique. C'est-à-dire que... Pardon ? Oui. Mais comment gouverner le travail? Alors voilà, ça m'a amené à la question du gouvernement du travail, parce qu'en fait, on hérite quand même d'un modèle, si vous voulez, de compréhension. Dans les sciences sociales, vous savez que l'économie est quand même une discipline reine. La discipline qui donne le là de la lecture du monde économique, et l'économie du travail nous dit qu'au fond, le travail, c'est quelque chose, une activité qu'on mène, au fond, au travers d'un rapport très instrumental. Le travail, c'est l'instrument d'autre chose. Et les travailleurs sont les ressources, on les appelle des ressources humaines. Exactement. Donc les gens vont chercher un salaire et ils sont des ressources. Et en fait, ce sont des pions dans un rouage. Si vous allez étudier ce qui se joue et n'importe qui connaît une organisation humaine sait que c'est tout à fait faux. Une organisation, évidemment, du travail, ce sont des personnes qui sont motivées ou qu'il faut motiver. Et tout se joue au niveau du sens. Mais concrètement, comment convaincre ceux qui mettent un capital pour faire confiance à ceux qui travaillent et leur donner plus de pouvoir? C'est quasi utopique, ça, non? Alors, ça peut sembler très utopique, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, ces questions m'ont amené, si vous voulez, à faire des recherches quand même assez élaboré. Voilà, j'ai la chance d'avoir ce mandat FNRS maintenant depuis 20 ans qui me permet d'avoir la liberté de chercher. C'est notre devise au FNRS et il n'y a pas plus belle devise que celle-là. D'essayer de comprendre ce qui se joue alors dans cette entité politique. Aujourd'hui, on voit comme une organisation économique qui est l'entreprise capitaliste. Mais en fait, si vous regardez au fond ce qui s'y joue, c'est de la mise en commun d'un apport en capital, évidemment, bien sûr, et en fait de ce que j'ai appelé un investissement en travail. Cet investissement en travail, il est souvent porté par plusieurs personnes. Ce sont ceux et celles qui s'investissent par leur travail pour développer le projet de l'entreprise. Et en fait, sans cet investissement en travail, vous n'avez
en fait pas d'entreprise. Il n'y a rien qui va se passer de productif. Vous pouvez avoir une pile ici d'or, ben, ça va rester inerte. Pour ça, pour mobiliser en fait ce capital, il va falloir cet investissement au travail. Et si vous regardez l'histoire du capitalisme sur les 2 derniers siècles, c'est l'histoire de la rencontre, évidemment, là on peut être très marxiste pour dire entre capital et travail, puis il va falloir aussi parler de la planète. Mais en tout cas, dans cette première rencontre entre capital et travail, ce qu'on voit, c'est que le capital, effectivement, a pris le dessus, si vous voulez, politiquement, à gouverner le travail, mais que l'histoire même du capitalisme, il trace un chemin qui nous montre une reconnaissance progressive des droits des travailleurs. Alors justement, pour qu'on comprenne mieux, imaginez, vous êtes hollandaise, vous avez Deleuze, vous êtes capitaliste chez Deleuze, qu'auriez-vous fait en pleine crise? Est-ce que vous auriez fait la même chose qu'eux? En 2 mots, vous auriez fait quoi? Ben, j'aurais pas fait la même chose qu'eux, je pense, mais je ne suis pas non plus dans leur position, donc un peu de modestie. Mais je dirais, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Voilà, Et Patron. On va en parler. Oui, parce que le livre Et Patron, qui est une aventure collective que j'ai vraiment recherchée, parce que je pense que cette thématique de l'entreprise, de la comprendre comme entité politique, si vous voulez, c'est une aventure autant intellectuelle qu'humaine et sociétale, parce que ça demande de changer vraiment notre conception, celle dans laquelle nous vivons dans le monde occidental, sur l'entreprise. Et donc j'ai rassemblé les plus brillants jeunes chercheurs qui travaillent de manière latérale sur cette question, parce qu'il n'y a pas de champ à proprement parler de la sociologie politique de l'entreprise. C'est une bande dessinée qui explique un peu votre recherche. Oui, alors c'est une bande dessinée. Effectivement, on s'est adjoint vraiment le concours d'une historienne géniale qui est romancière et d'un Miranda Richmond-Muyo et d'un dessinateur caricaturiste, Dave Hackett, australien. Et on a travaillé ensemble pour essayer de faire comprendre tous ces concepts qu'il faut mettre, si vous voulez, autour de la table pour vraiment saisir l'entreprise comme entité politique, et puis voir les effets bénéfiques, si vous voulez, qu'il y a d'illuminer le réel comme cela. Et pour Deleuze, justement, ce qu'on raconte comme histoire, parce qu'on a dû inventer une fiction. Parce que justement, le soupe-groupe, exactement, Deleuze ne nous a pas montré le chemin. Et il n'y a malheureusement à ce stade aucune entreprise capitaliste qui a montré le chemin jusqu'au point où nous l'amenons, c'est-à-dire de sa propre démocratisation. Et l'idée, c'est que si j'étais actionnaire de référence hollandaise du groupe Deleuze, effectivement, je pense qu'à un moment, je prends acte. Je prends acte d'un fait fondamental pour lequel, effectivement, l'éclairage scientifique, là, est indiscutable. Il n'y a pas d'entreprise sans investissement au travail. Et quand vous prenez acte de ça, vous vous rendez compte que, en fait, c'est exactement la prise de conscience que dans la Rome antique, donc depuis 25 siècles, les entités politiques qui étaient despotiques ont fait, c'est cette prise de conscience du fait que les patriciens seuls à Rome, eh bien, on donnait des droits à la plèbe. On donnait des droits à la plèbe. Parce qu'en fait, à un moment, le conflit, la tension sociale est devenue telle que la plèbe s'est rebellée et les patriciens ont dû reconnaître qu'en fait, sans la plèbe, l'entité ne fonctionnait pas. Parce que c'était qui la plèbe? C'était les marchands, c'était l'armée, c'était les travailleurs essentiels. Mais l'actualité nous montre aujourd'hui, finalement, un peu le despotisme du capitalisme. Ben, c'est Musk qui est l'empereur des despotes. C'est l'actualité, ça. Absolument. Donc, c'est assez... Parfois, ça me fait un peu des froids dans le dos parce que je travaillais beaucoup, parfois toute seule, sur ces questions quand je travaillais sur ma thèse et je me sentais un peu isolée. On était au début des années 2000, tout le monde était... Voilà, le capitalisme semblait... On était dans la fin de l'histoire. Vous voyez, Fukuyama, on vivait dans cette théorie que finalement le libéralisme économique et le libéralisme politique avaient gagné et que nos démocraties étaient vraiment dans une ascension vraiment qui n'allait plus s'arrêter. Évidemment, c'était sans prendre en considération le fait que notre modèle économique était tellement extractif qu'il allait et qu'il était en train de mettre les conditions de vie sur Terre en péril. Ça, c'est un fait. Mais en plus, effectivement, notre modèle économique met notre démocratie en péril. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment où, et c'est ce moment que nous sommes en train de vivre, où en fait, le pouvoir
associé, le pouvoir politique associé à la propriété privée du capital dans l'investissement économique dépasse le compromis démocratique, l'engagement démocratique. Alors justement, l'actualité aussi, c'est le gouvernement espagnol qui a fait appel à vous. Donc ça veut dire que votre recherche commence aussi à intéresser certains gouvernements. C'est vrai, oui, effectivement, ça c'est vraiment la toute fraîche actualité. Oui. Et effectivement, il y a une situation en Espagne qui est tout à fait intéressante parce qu'on a là, en fait, la plus jeune démocratie d'Europe, dont la constitution date de 1978. Et dans ce moment constitutionnel de la fondation démocratique de l'Espagne, il y avait cette conscience, comme on a retrouvé en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, bon, je ne vais pas faire un cours, mais du fait qu'une démocratie politique n'est pas tenable, ne va pas vivre si la démocratie ne veut pas dire quelque chose dans le champ économique et dans l'entreprise. Les citoyens doivent être citoyens au travail aussi, si l'on veut véritablement qu'ils soient citoyens dans la société. Et votre mission, c'est ça? Et donc, ma mission, c'est que il y a un article de la Constitution qui prévoit exactement, l'article 129, la participation des travailleurs dans l'entreprise et leur accès à la propriété. Mais en fait, l'Espagne n'a jamais légiféré là-dessus. Alors, comme le gouvernement reconnaît que c'est un sujet qui est très sensible, qui n'est pas simple, ils m'ont nommé président d'un comité d'experts composé à moitié d'experts espagnols, à moitié d'experts internationaux. Et nous allons éclairer, en fait, cet article de la Constitution. Et ils nous ont demandé une proposition de loi qui sera alors discutée à l'automne prochain. Avec en sous-titre « Et patron ». Pourquoi pas. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. On se retrouve après la pause. Et puis je vous rappelle que tous ces entretiens, vous pouvez les voir quand vous le désirez sur les sites de la Livre, de la DH et de Vers l'avenir. À tout de suite.